Des dates, des événements, des célébrations, des histoires. L'histoire du Togo offre ses jours une belle séquence. Demain 24 avril, il y a quelques années encore, il marquait l'attentat manqué perpétré en 1967 par le soldat Boko Bosso sur la personne du général Eyadema. Si la date reste marquée dans les livres, les célébrations sont désormais rangées sur les placards des armoires à souvenirs. Au contraire du 27 avril, retiré lui depuis quelques années des mêmes placards. Le 27 avril, le jour de l'indépendance vit. Jeudi, les Togolais resteront à nouveau à la maison. Ils seront surtout conviés à célébrer les combats des pères de notre indépendance. Comme pour répondre à une célèbre invite d'un passage d'une des chansons fétiches du Togo, pour Deniban, ils se sont battus, désormais à toi et à moi, d'œuvrer pour sa construction. Justement, Togolaise, ma sœur, Togolais, mon frère, chef d'État, ministre ou député, responsable administratif, politique, traditionnel ou religieux, ouvrier ou apprenti, soldats ou civils, citoyens des villes et paysans, quelles sont nos contributions pour que l'ordre de l'humanité brille, comme l'a proclamé ce soir du mois d'avril 1960. Comment donner tout l'éclat aux couleurs du drapeau national? Le 1er février 2020, c'est ce drapeau du Togo qui a été symboliquement remis à Agbeyo Kodio dans une église à Lomé. Monseigneur Philippe Fanoko Podio dira: j'ai remis le drapeau à Agbeyome pour qu'il triomphe. Depuis 3 ans, les Togolais attendent. Et cette semaine, c'est sans doute avec beaucoup de surprise qu'ils ont lu ou appris qu'un autre Togolais présenté comme métaphysicien s'en est pris directement à cet acte. Est-ce qu'ils m'ont consulté à lancer sous les Kéziré? Doit-on en rire ou en pleurer, puisqu'en politique nationale, les acteurs et les spectateurs semblent avoir plus d'inspiration? Quels seront les prochains scénarios? On sait déjà que les exclusions définitives font partie des thèmes les plus en vogue. À la mise à l'écart de Général Adia du MPDD est venue s'ajouter celle de Uruako Tchangao et 3 de ses colistiers de l'ANC qui appelaient il y a encore quelques semaines à la mise en commun des forces au niveau de l'opposition. Visiblement, ces forces se dispersent si ce ne sont de nouvelles semences. Nul doute qu'avec les grandes pluies, elles donneraient de grands espoirs aux paysans. L'espoir, il est contenu dans le forum des producteurs agricoles du Togo porté en personne par le chef de l'État. Le FOPAT fait penser à l'autosuffisance alimentaire, mais aussi à l'entrepreneuriat. Le périple qui a pris fin cette semaine réussira-t-il à atteindre ses objectifs? Fera-t-il mieux que le défunt Forum des paysans? À briller que le PADAT, le projet d'appui au développement agricole au Togo, ou encore le PNIASA, ou le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre au D12 de Pyramide FM, sacré meilleure radio au Togo Media Award. Notre invité est le tout nouveau coordinateur de la dynamique, Monseigneur Podio, Paul Missia-Brito. Il répondra à vos questions au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70, mise en onde de l'émission Boga. Coup dehors. Paul Missia-Brito, bonjour. Bonjour Radio Pyramide. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Tout d'abord, cette nouvelle Pyramide FM a participé à la première édition de Togo Media Award. La cérémonie de remise des prix a eu lieu hier dans la soirée. La radio a remporté le premier prix dans la catégorie radio, premier prix dans la catégorie émission avec notre émission à Go, et le journaliste David Koudio Mekoudi est classé deuxième dans la catégorie meilleur journaliste radio. Une réaction? Merci beaucoup. La DMK renouvelle ses félicitations à la radio Pyramide, à son directeur, au personnel de la radio, pour le travail bien fait. Vous savez que la sérénité, le travail bien fait se paie toujours. Et donc, pour nous autres, je pense que ce n'est pas une surprise parce que à voir tout ce que la radio Pyramide fait, ses émissions, ses animations, tout ce que la radio fait comme prestation, je pense que elle mérite largement ce prix et nous renouvelons une fois encore nos félicitations à la radio Pyramide. Merci beaucoup. Nous tenons donc au niveau de la radio à remercier le public et les jurys qui ont voté pour Radio Pyramide. Ceci dit, vous étiez dans ce studio il y a encore quelques années, c'était dans la peau d'un jeune du MPDD. Vous vous rappelez cette série d'émissions que nous avions organisée il y a quelques années consacrée aux jeunes des partis politiques. Vous étiez là pour représenter le MPDD. Vous avez sans doute pris du galon puisque vous êtes devenu le coordinateur, le nouveau coordinateur de la dynamique, Monseigneur Poudreau. Comment s'est opérée cette progression? Merci beaucoup, Monsieur Pierrot. C'est vrai que ça fait quelques années,
vous nous aviez invités pour participer à une émission entre les jeunes de différentes formations politiques. Et je représentais justement le MPDD pendant que M. Aoudi représentait le cas, Abdou Seydou représentait UNI, et puis Oro Akpo représentait l'ANC. Donc c'était un débat entre les jeunes et je me souviens encore comme si c'était encore hier. Merci beaucoup pour le travail. Alors par rapport à la DMK, je peux vous dire que la DMK, comme vous le savez tous, a été mise sur pied en 2020 pour porter la candidature du président Agbeyome Kodjo. Et l'objectif de la DMK, c'était pour aller arracher la victoire que le peuple va confier au président Agbeyome, parce que nous étions nous parlerons de la DMK abondamment dans cette émission, mais je parle pas personnellement de vous, puisque je disais que vous étiez là jeune. Entre-temps, on sait qu'on vous a vu sur le front aux côtés du candidat Agbeyome Kodjo. Vous avez fait la prison, nous parlerons de la prison dans un instant. Mais vous, personnellement, comment vous avez pu arriver à gravir tous ces échelons, puisque vous êtes devenu là le coordinateur? Oui, merci beaucoup. Vous savez que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme votre radio. Quand vous faites un travail, c'est aux autres de vous apprécier et de vous donner la mention qu'il vous faut. Et donc, c'est vrai que j'ai commencé avec le titre du président national de la jeunesse. Après, je suis élu conseiller spécial du président Agbeyome Kodjo, chargé de la formation civique et politique du parti Mouvement pour la démocratie, Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD. Et maintenant, au fil des jours, vous voyez que quand vous êtes au service du peuple, avec certaines qualités, certaines vertus, bon, ça peut arriver que vous soyez propulsé. Ce n'est pas parce que c'est vous le meilleur, ce n'est pas parce que c'est vous qui savez mieux faire, mais c'est question du destin. Et ce destin-là, c'est ça qui a fait que je suis porté aujourd'hui à la tête de la DMK. Est-ce que c'est beaucoup plus une question de destin que de travail? Non, les deux, hein, parce que quand on parle du destin, c'est inscrit que vous allez faire un travail avant que le destin ne s'éclore, parce que le destin n'est pas vide, le destin est rempli de dur labeur, de travail bien fait, et puis de l'obéissance, de loyauté. Et je pense que c'est l'ensemble de tout cela qui constitue ce qu'on peut appeler le destin d'un homme. Quand on parlait de loyauté, vous faites allusion à quoi? Alors, vous savez que j'ai été également nommé secrétaire général de la préfecture du Bas-Mono, c'est-à-dire agent au préfet. Donc, quand vous êtes de l'administration, il y a des principes à respecter. Et je pense que la loyauté, c'est le respect de la chose publique, le respect des institutions et le respect de ses concitoyens. Parce que moi, je suis aujourd'hui du côté du peuple, du côté des pauvres et de l'orphelin, du côté je suis le porte-parole, le porte-parole du peuple aux voix des sans-voix. Vous parlez de Bas-Mono aussi, là. Vous cumulez les deux, vous restez là, vous demeurez secrétaire au niveau du Bas-Mono? Non, je ne suis plus secrétaire général de la préfecture du Bas-Mono. J'ai quitté le 21 avril 2019. Je ne suis plus en fonction. Parce que vous avez manqué de loyauté, justement? Non, je n'ai pas manqué de loyauté parce que vous savez que moi, je suis un homme de principe. Je respecte mes principes et je n'aime pas la compromission. J'aime le compromis, mais je n'accepte pas la compromission. Donc j'ai ma ligne politique, j'ai la vision, ma vision des choses, j'ai ma conception des choses. Donc je n'ai pas accepté que ma personnalité, mon intégrité soit compromise. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé suivre plutôt ma conscience, suivre plutôt ma ligne politique, ma vision, que de suivre autre chose. Là, vous nous dites quelque chose de nouveau là. Est-ce que vous pouvez nous raconter, puisqu'on vous connaît, Paul Missiak Beto au niveau de MPDD, beaucoup ne savent pas que vous avez été secrétaire général au niveau de la préfecture du Bas-Mono. Et puis là, vous nous dites que vous avez quitté entre-temps parce que vos convictions vous ont forcé finalement à quitter ce poste. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Non, vous savez, moi, je suis un homme prévoyant. Parce que je prie beaucoup et je reçois beaucoup de Dieu. Quand j'étais professeur de philosophie, quand je suis rentré dans l'enseignement, je me suis fixé une durée pour pouvoir enseigner la philosophie. Donc quand je suis rentré, je me suis dit, je vais enseigner la philosophie 10 ans et après je vais laisser. Mais bon, j'ai fait 12 ans avant de laisser.
C'est de la même façon que lorsque j'étais nommé le 24 mars 2017 en tant que secrétaire général de la préfecture du Maroc, le discours de prise de fonction que j'ai fait, donc j'ai dit que je vais faire 2 ans et je vais laisser cette fonction parce que je suis un homme de vision, je suis un homme de grandes ambitions. Donc j'ai fait 2 ans, 7 mois et puis vous savez que être secrétaire général, c'est-à-dire adjoint au préfet, c'est un poste politique et que c'est le chef de l'État qui doit approuver pour que vous soyez nommé à ce poste-là parce que vous êtes le métronome, vous êtes celui-là qui doit administrer, qui doit organiser tout et donc il faut être au moins un homme de confiance de la part pour le gouvernement ou pour le chef de l'État avant d'être nommé. Et donc moi je suis le seul à être sur cette liste en tant que homme politique qui œuvre dans l'opposition. Sur les 39 secrétaires généraux que nous étions, j'étais le seul à être de l'opposition. Donc vous allez comprendre tout de suite que les menaces et les intimidations, et ça ne me permettait pas de continuer. Oui, mais en fait, quand vous dites que vous étiez seul sur 39, on peut aussi se demander que c'était tout curieux que vous soyez retrouvé là. Oui, c'est-à-dire c'est pour cela que moi je suis... je sais ce que je fais, je suis confiant en Dieu et en moi, et je relie tout ça à la question du destin. Parce que je n'ai pas choisi comme un homme. Moi, j'étais en plein cours de philosophie avec mes élèves au lycée au niveau de Benetti. Donc, moi, j'ai enseigné le cours quand le cours de fil a sonné, 22, 21, 58. Moi, je ne connaissais pas le numéro. Donc, j'ai décroché. Et puis, c'est le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales qui m'appelle et qui me parle de ma nomination. On n'avait pas été consulté avant. Je n'ai pas été consulté face à face, mais mon parcours au niveau de l'enseignement a fait que le ministère de l'enseignement a fait une délégation pour venir me voir par rapport à ce que j'enseigne. Donc, je ne suis pas inconnu du gouvernement. Donc, tout ce que je fais, c'est apprécier du gouvernement. Ça fait que quand j'étais même nommé secrétaire général, le premier classement qu'on a fait, c'était la préfecture de Ouagadougou qui était en première position en termes d'organisation et administration. Non, mais en fait, ce qu'on ne comprend pas, vous vous êtes retrouvé là, est-ce que c'est beaucoup plus votre engagement politique ou c'est le fait que vous enseignez correctement la philosophie au lycée de Bindi notamment, qui a fait que vous vous êtes retrouvé là-bas? Non, il y a tout ça là qui est combiné parce que vous savez que j'ai été professeur de philosophie. Il y a aussi mon engagement à ce niveau-là qui est là. Je suis au niveau de MPDD aussi, donc ça aussi a contribué parce que vous savez que en 2010, il y avait un vent qui a failli nous porter au gouvernement de Glock avec Mbo 2. Donc on nous a proposé de rentrer au gouvernement et que nous n'avons pas accepté de rentrer parce que nous avons estimé qu'il n'est pas opportun de rentrer dans un gouvernement alors que nous clamons que celui qui nous appelle pour participer à ce gouvernement-là a fraudé les élections. Donc j'ai été parmi ceux-là qui ont refusé cette offre-là. Et donc, à partir de ce moment-là, nous étions connus du gouvernement, nous étions connus de Faure Gnassingbé. En 2016, on était allé le voir, ce qu'on peut lui dire, on lui a dit. Donc, moi, je suis un homme intègre, je suis avec toi, je dois te dire la vérité, je ne crains pas la vérité. Voilà ce qui fait la distinction. Mon signe distinctif, c'est que moi, j'aime dire la vérité. Comment est-ce que vous vous sentez là? Parce que depuis quelques jours, vous êtes devenu, comme je l'ai dit tantôt, le coordinateur de la DMK. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on se sent ragaillardi? Quel est le sentiment qui vous anime là? Non, en fait, vous savez, en politique, ce n'est pas l'intéressé lui-même qui se propulse. Quand vous êtes dans un groupe et que vous faites vos activités, vous êtes remarqué par l'extérieur, vous êtes remarqué par l'entourage. Ce n'est pas vous. Moi, j'étais là. Quand on m'a appelé que bon, ils ont fait une assemblée générale, une grande réunion, et il se pourrait que je sois à la tête de la DMK. Moi, je n'ai jamais imaginé. Moi, j'ai fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai fait 2 fois la prison. Je traverse beaucoup de situations. Et donc, moi, je n'ai jamais imaginé qu'un jour, Madame Brigitte Adjamambo et ses collègues vont décider de quitter la DMK pour pouvoir dire que je vais les remplacer. Moi, je n'ai jamais imaginé, mais c'était arrivé parce qu'en politique aussi, tout est possible. Donc, on m'a appelé et puis on m'a... Mais à qui vous appelez? Non, vous savez que la DMK est composée de l'écosystème. Hein. Bon, c'est un écosystème, il y a la CIDMK, il y a
le gouvernement légitime qui est à l'étranger, en exil. Il y a les chancelleries qui sont là, il y a les personnes ressources aussi qui sont là. Et donc, c'est l'ensemble de cet écosystème-là qui s'est réuni et puis majoritairement, ils ont porté le choix sur moi. Quand vous parlez d'écosystème, vous parlez de gouvernement, vous parlez de chancellerie, mais il y a certains, dans certains milieux, qui se moquent carrément de vous, là. Non, en fait, ceux qui se moquent de nous, bon, peut-être ils ont leur raison. Nous sommes en politique. Hein. Nous sommes en politique et nous ne demandons pas à ceux qui sont en face de nous, c'est-à-dire à ceux qui sont du camp de l'UNI, nous ne leur demandons pas de nous féliciter. Mais il n'y a pas que. Mais il n'y a pas que. Oui, c'est-à-dire que ceux qui sont même nos partenaires, parce qu'on crée un parti politique, c'est pour aller conquérir le pouvoir. Chacun fait ses calculs. Maintenant, si nous, au niveau de la DMK, nous continuons notre idéologie, nous continuons notre combat, notre lutte, où nous avons mis sur pied un gouvernement, et que ça rime au ridicule chez certains, ça se passe, et donc eux aussi ils ont leur truc là. Mais ce que nous avons accepté, il faudrait que le régime en place aussi accepte ça. Nous avons accepté que les gens nous critiquent. Et quand on nous critique, nous, avec ces critiques-là, on prend ces critiques pour pouvoir marcher mieux, pour pouvoir faire mieux les performances, pour pouvoir mieux percer. Mais aujourd'hui, quand nous critiquons le régime se fâche, c'est ça qui n'est pas bien. Parce que moi, je me suis dit, pourquoi il veut que tout le monde les acclame? On ne peut pas les acclamer, nous ne sommes pas quand même dans une dynastie, mais pourquoi il veut que ce qu'ils font, nous soyons contents, nous les acclamons. Ça veut dire que l'opposition n'existe pas. Donc, il faut que ça soit clair aussi à leur niveau, que autant que leurs militants nous critiquent, autant nous aussi nous allons les critiquer. C'est ça ce qu'on appelle l'état démocratique ou l'état de droit. Vous êtes ouvert donc à recevoir toutes les critiques, mais les critiques les plus acerbes ou les commentaires les plus qu'on écoute de plus en plus, c'est à quoi sert ce gouvernement, puisque vous faites allusion encore à ce gouvernement. On l'a appris il y a quelques années, et curieusement, vous continuez pas à en parler. Le gouvernement, ça sert à quoi? Oui, le gouvernement, il est là, le gouvernement mène des actions, vous savez que... Mais il se réunit où? C'est en exil qu'ils se réunissent. Bon, vous savez que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. On peut être dans des pays différents, mais avec les réseaux sociaux, avec la technologie aujourd'hui, on peut quand même faire de grandes réunions, de grands rassemblements et prendre des décisions. Et je pense que c'est au cours de leur réunion qu'ils ont pris la décision que je sois nommé. Parce que vous voyez que bon, ça peut paraître ridicule, comme vous le dites, hein, que certains peuvent essayer de se moquer de nous, mais c'est de ces réunions-là, de ces rassemblements-là, qu'est sortie ma nomination. Et aujourd'hui, ma nomination n'est pas satirique, hein. Ma nomination n'est pas de la moquerie, c'est une réalité en face de vous. Est-ce que c'est une fierté pour vous, là? Non, vous savez, c'est une grande responsabilité que je porte, c'est un fardeau. Parce que lorsque vous êtes là et que vous portez les fardeaux des démunis, des pauvres, des détenus politiques, des gens qui n'ont rien à manger, des gens qui sont victimes de terrorisme au niveau de la région des Savanes, vous savez que je suis également le coordonnateur de l'OTS, hein, Opération Togo Solidaire, qui apporte des vivres ou qui apporte de l'assistance à ceux qui sont au niveau de la région des Savanes, victimes du terrorisme, et qui se sont déplacés, qui n'ont rien, ceux qui sont victimes de l'arrestation arbitraire, que nous appelons les détenus politiques. Donc je suis également le coordonnateur national de l'OTS Opération Togo Solidaire, et nous avons fait en décembre, le 31 décembre, nous avons fait don en vivres aux détenus, aux prisonniers. Et donc c'est une lourde responsabilité, mais je ne suis pas le seul, c'est toute une équipe, hein. Donc nous sommes là, nous sommes en train de nous organiser en équipe, bien sûr, parce que le travail, je ne peux pas faire le travail seul. Madame Adjamabou-Ki était là, elle était entourée d'une équipe également. Donc moi aussi, je suis avec une équipe, sinon des équipes qui sont là. Et au quotidien, nous sommes en train de travailler. Il y a quelques semaines, peut-être 4, si je ne me trompe pas, là-bas, elle était assise, Madame Adjamabou Johnson, pour parler au nom de la DMK. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là devant nous et vous l'avez remplacée. Mais est-ce que vous pensez que c'est facile de la remplacer? Vous savez, je ne suis pas parachuté à la tête de la DMK par hasard. Je ne suis pas parachuté à la tête de la DMK pour faire ou pour jouer au boucantier. Je ne suis pas boucantier. Et je ne suis pas là pour faire une concurrence interpersonnelle ou interindividuelle. Non. Je suis là. C'est pour la politique. Ce n'est pas une question de musculature.
La politique, ce n'est pas une question de forme ni de la taille, mais la politique, c'est une question de méthode et de stratégie. Et je pense que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, nous avons nos stratégies également, et nous allons les dérouler avec le temps. Et vous allez voir que, bon, Mme Adjamagbo a commencé quelque chose, on va continuer, on va l'achever, parce que je ne peux pas dire que je suis mieux par rapport à Mme Adjamagbo, et Mme Adjamagbo ne peut pas dire qu'elle est mieux par rapport à moi. Mais on connaît Mme Adjamagbo, elle est une vétérane, comme je le disais il y a une semaine. Depuis les années 90, elle est sur la scène. Et on a constaté quand même que ce n'est pas facile de faire de la politique et à engranger sur tous les points. Vous avez parlé tantôt de stratégie. Quelles vont être les stratégies que vous allez mettre en place et qui seront peut-être différentes de celles qu'elle a essayées et qui visiblement, là, et quand on parle de la récupération de la victoire, qui n'ont pas marché ou qui ne marchent pas? Non, on ne peut pas dire que ça n'a pas marché. Nous sommes en pleine lutte. Hein. Tant que la lutte n'est pas terminée, tant que nous n'avons pas dire que bon, nous sommes fatigués, la lutte continue toujours. Parce que vous savez qu'il y a des pays où c'est des décennies, hein, ils ont fait cette marche-là pendant des décennies. Et comme nous sommes en train de le faire, avant qu'eux n'obtiennent la libération ou l'alternance, l'alternance ne se donne pas sur un plateau d'ordre, ça c'est clair, nous le savons. C'est à force de lutter, à force de continuer toujours pas à se battre que l'alternance arrive, parce que nous savons, tout le monde le sait, que nous sommes dans une dictature et que quand on est dans une dictature, il faut des stratégies. Nous n'avons pas d'argent au niveau de l'opposition, nous n'avons pas de fusil, nous n'avons pas de gourdin, nous n'avons rien. C'est les stratégies. Les stratégies, je pense que nous avons déjà mis en circulation les activités que nous allons entamer dans les tout prochains jours, à savoir, nous allons descendre sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire national. Nous allons descendre pour faire ce qu'on appelle un travail de titan, parce que nous sommes à l'heure où il faut miser plus, il faut continuer ce que nous avons commencé en 2020. Il faut continuer parce que nous savons et nous avons l'assurance que nous allons achever cette bataille. Nous allons l'achever ensemble avec les Togolais pour les Togolais. L'achever comment? L'achever comment? On nous a voté en 2020, vous n'êtes pas sans savoir. Donc, le peuple togolais a porté son choix sur le candidat de la dynamique, Monseigneur Kodjo, le président Guillaume Kodjo. Et tout le monde le sait. Et nous sommes depuis ce temps-là dans la lutte pour récupérer la victoire. Il ne faut pas oublier également qu'après l'élection, il y avait eu 3 tentatives de subornation à travers l'Église catholique, à travers l'avocat Marcel Akakbo et puis à travers également à Tchadedi. Donc nous avons exposé tout ça là et je pense que la lutte continue sur le plan national avec la DMK et les Togolais restés au pays. La lutte continue au-delà des frontières avec la diaspora, avec les combattants, avec les amis du Togo. Ce qu'on peut se poser également comme question, c'est quand vous parlez de la DMK, parce que ça sonne très mal dans les oreilles de certains, puisque certains, quand je lis les tout premiers commentaires qui sont laissés sur les réseaux sociaux, certains s'étonnent quand on leur parle de la DMK. Pour certains, la DMK, c'est définitivement du passé, puisque entre-temps, on a parlé de la DMP avec un certain nombre d'anciens cadres de la dynamique Monseigneur Kodjo. Que reste-t-il de la DMK aujourd'hui? Ouais. C'est ça, cette question aussi, elle est très importante. Oui, ça me fait rigoler un peu parce que je suis nos amis, nos compagnons d'hier, nos compagnons de lutte hier qui sont partis créer la DMP. Je les suis quand ils sont sur les médias. Et pas plus que il y a de cela quelques jours, M. Gérard Jossou était sur la radio Zephyr FM. Donc, on lui a posé la question de savoir est-ce que la DMK est là ou bien la DMK a changé de nom. Il a dit que la DMK est là parce que quand vous n'êtes plus dans un regroupement, à ce que je sache, ils n'ont pas proclamé, ils n'ont pas le droit, hein, ils n'ont pas proclamé la mort de la DMK. Ils ne l'ont pas proclamé. Bien, ils ont officiellement dissous la DMK. Non. Donc, la DMK est là. La preuve, c'est qu'il y a un nouveau coordinateur qui est là avec son équipe. Donc, les commissions sont déjà mises en place. Nous avons dérouler déjà ce que nous allons faire pour le 27 avril. Ça circule déjà sur les réseaux sociaux. 27 avril, nous avons une activité. Nous avons le dépôt de gerbe à faire.
Nous avons une grande conférence débat faite avec le professeur Toulabo. Donc nous avons des visites à faire dans le cadre de l'opération Togo Solidaire pour la même journée pour aller visiter certains détenus. Donc nous avons plein d'activités. Donc la DMK, elle est là. Donc je dis souvent que ce n'est pas dans le nombre que la mobilisation se fait. Vous pouvez être 10 leaders de l'opposition regroupés. Un seul leader peut vous battre. Ça dépend du message que le seul leader la véhicule. Ça dépend de sa vision. Ça dépend de la façon dont il est plus proche de la population et la population peut avoir confiance en lui. La population peut ne pas avoir confiance à un grand nombre de leaders, mais un seul leader peut haranguer la foule et puis peut trouver solution aux attentes des populations. On sent de la détermination chez vous depuis que vous avez pris fonction. Ça fait environ une semaine. Quels sont les premiers contacts, quels sont les premiers actes que vous avez déjà posés? Non, les premiers actes que j'ai posés, j'ai mis en place, contacté j'ai rassemblé, rencontré l'équipe de la coordination. On a déroulé un certain nombre de programmes. Après, on a pris des contacts avec certains chefs de partis politiques et chefs de leaders d'organisations de la société civile. Donc, il y en a déjà qui ont marqué leur accord de rentrée dans la DMK pour continuer le combat avec nous. Bon, nous sommes toujours en concertation. Et je pense que ça va aboutir parce que ce que nous sommes en train de dire, le peuple togolais nous comprend, les Togolais nous comprennent, les Togolais au niveau de la diaspora nous comprennent. Nous, parce que, vous savez, si vous avez déjà franchi une étape de la vie, une étape douloureuse de la vie, vous n'allez plus jamais accepter que vos frères, vos soeurs traversent les mêmes étapes douloureuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Paul-Michel Victor, j'ai traversé la prison, je sais ce qu'on appelle la prison. Le président Guillaume est en train de traverser l'exil. Il sait la douleur que l'exil, la clandestinité engendre. Monseigneur Poudre également le sait. Marc Mondi le sait. Tipi Achadam, les autres le savent. Donc c'est pour cela que nous nous disons, les élections qui arrivent, nous ne voudrions pas que ceux qui sont aujourd'hui au niveau de l'opposition, qui veulent aller aux élections, nous signalons déjà que ce n'est pas, il y a un danger parce que nous ne souhaitons pas que ce qui nous est arrivé leur arrive également. Parce que vous savez, avant 2020, si quelqu'un disait à M. Agboyome qu'il serait en prison pendant quelques jours et après vivre en clandestiné, il n'allait pas accepter avant 2020. Aujourd'hui, nous disons que cette élection ou ces élections qui s'annoncent là, il faut qu'on s'asseye. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que M. Gérard Jossou ne sera pas arrêté, puisqu'il est sous contrôle judiciaire, arrêté, jeté en prison? Qu'est-ce qui prouve que les leaders qui sont au niveau de la DMP, qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas être arrêtés après les élections? C'est ça le problème, parce que chasser le naturel revient au galop. Hein. Donc aujourd'hui, ceux qui organisent les élections sont là. La CENI est déjà là. La CENI est déjà programmée avec le président en tête. Yabré, il est là. Avec la Cour constitutionnelle. Le président, il est là. Et donc, les CELI sont déjà mis en place. L'opposition n'est pas impliquée. Vous voyez? Et donc, le fichier électoral, on ne sait pas comment ça c'est. Le fichier électoral est là. Il ne faut pas oublier que Alberto Olympio accès ses actions sur le fichier électoral. Mais on ne lui a pas laissé le temps, il a fui. Et donc, le fichier électoral, le code électoral est là. Qui va proclamer les élections? Qui seront les observateurs? Le vote anticipé des soldats là, est-ce qu'il ne serait pas mieux que tous les Togolais votent le même jour? Alors qu'est-ce qui nous donne la garantie qu'en participant à ces élections, Paul-Michel Victor ne va plus aller en prison parce que j'ai été en prison 2 fois pour la même élection de 2020? Qu'est-ce qui prouve que quand on fait maintenant une autre élection, ce n'est pas Nabouja qui serait pris? Nous ne voudrions pas que ces choses-là arrivent encore à qui que ce soit. Vous regardez les Togolais qui sont martyrisés, qui sont tyrannisés, qui sont là, qui sont torturés par les élections que nous avons faites. Il y en a qui sont toujours en prison. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais fait la prison, qui ne comprennent pas que la prison, 1 minute en prison, c'est mortel. C'est plus que du calvaire. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais fait la prison. Et nous disons qu'il faut faire des préalables pour aller sortir les prisonniers là, politiques. Ils n'ont rien fait que de défendre le peuple. Alors on les a arrêtés. Ils sont là avec les familles. Les enfants sont là, les femmes sont là. Qu'est-ce que ces hommes, ces femmes-là ont fait? Le mieux, c'est de s'asseoir et faire une assise nationale inclusive. Qui est ce Togolais qui ne comprend pas ce qu'on dit là? Qui est ce Togolais-là qui ne comprend pas? Oui, mais moi, par exemple, moi, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? Parce que non, en fait, quand vous développez vos argumentaires, on a l'impression comme si vous êtes nouveau au Togo, puisque la situation avant 2020, à l'élection présidentielle, cette situation, elle n'est pas différente de celle que nous avons actuellement. Quand vous parlez de la CENI, quand vous parlez du code électoral, quand vous parlez de la Cour constitutionnelle, quand vous parlez des observateurs, les mêmes situations sont restées les mêmes depuis
de l'aide démocratique au Togo. Ce que vous dénoncez là, puisque ça a été dénoncé de la même façon depuis des années. Mais cela n'a pas empêché, cela justement n'a pas empêché les acteurs à continuer à participer aux élections. C'est pour cela que je dis, c'est la première fois au Togo, qu'on a fait une élection présidentielle et que le challenger principal est en exil, vit en clandestinité. On a lancé un mandat d'arrêt contre lui, un mandat d'arrêt international. Est-ce que ça c'est une fois passé au Togo? C'est la première fois. C'est la première fois qu'un opposant porté par une coalition des forces démocratiques a été plébiscité. Et c'est la première fois. Non, ça c'est pas la première fois. Non, mais en fait, il y avait eu par le passé le FRAC, par exemple, avec... Le FRAC n'a pas été aux élections présidentielles. Ok, il y avait... S'il n'y avait pas d'élection présidentielle, le problème ne se poserait pas. Hein. Parce qu'il y a des gens qui disent pourquoi nous allons boycotter. On a boycotté en 2018, on a boycotté en 2002. Oui, mais en fait, déjà sur l'élection de 1998 avec Gilles Olympio, ou sur les élections suivantes avec Jean-Pierre Fabre, et les observateurs, ou dans une certaine mesure, ont souvent constaté que le candidat de l'opposition a fait de très bons scores. Certains ont même déclaré, par exemple, en 1998, que Gilles aurait battu frontalement le général Yadema. Mais bien sûr, mais vous savez, chaque opposant, chaque leader avec dans ses postures, avec ses stratégies. Monsieur Gilles Olympio avait ses stratégies. Et nous autres, nous avons notre stratégie. Et notre stratégie, j'ai dit tout à l'heure que nous n'acceptons pas la compromission. Nous n'accepterons pas ça. Mais quand on parle du compromis, aujourd'hui, si M. Fonia Singbe nous appelle, on va aller discuter. Nous sommes ouverts aux discussions. Et si vous appelez? Alors, moi, je dis, M. Agbéomé Kodjo, le président Agbéomé Kodjo a été voté en 2020. Et ce qui nous donne la force aujourd'hui, les Togolais le savent également. Ce n'est pas nous seulement qui disons que nous avons gagné. L'extérieur, c'est qu'on a gagné. Nous avons porté l'affaire devant la justice de la CEDEAO, la cour de justice de la CEDEAO. Et après après réunion, après délibération, tout ça, on nous a donné raison. Et ça ne dit rien aux Togolais. Non, mais qu'est-ce que l'arrêt de la cour de la justice de la CEDEAO. Qu'est-ce que cet arrêt disait? Cet arrêt dit que M. Agbéomé Kodjo, le président Agbéomé Kodjo, doit être restitué dans ses droits et qu'on n'a pas le droit d'aller l'arrêter et d'aller le jeter en prison. Pourquoi? Si vous l'avez fait, ça veut dire que vous n'avez pas gagné. Si vous l'avez fait le soir même du 22 février 2020, le soir même du 22 février 2020, vous êtes venu boucler, prendre son domicile, ériger siège à son domicile pendant 70 jours. Pourquoi vous faites ça? Le ministre Yarka a dit quelque chose de très fondamental, que c'est pour le protéger. Le soir même du 22 février 2020, c'est pour le protéger en tant que qui? En tant que président de la République. Sinon, les autres leaders sont là, ceux qui ont participé, les Tchassona, les Kouissans, tous ceux qui ont participé, qui étaient en lice. Ils étaient là, mais on ne les a pas envoyé les forces de l'ordre pour les protéger. Mais quand on sait que c'est Agbéomé qu'on veut protéger, le président Agbéomé qu'on veut protéger, que les Togolais comprennent. Aujourd'hui, je dis souvent aujourd'hui, en 2002, le président Agbéomé a fui. Il est revenu en 2005. Il n'a pas demandé la permission à quelqu'un avant de revenir. Et on l'a pris. Aujourd'hui, le président Agbéomé est là. Il a l'arrêt de la CEDEAO avec lui. Ça suppose qu'il peut descendre à tout moment. Descendre où? Au Togo. Il peut descendre à tout moment. Donc nous disons, M. Fonia Singbe, il est là. Il est Togolais comme nous. Nous sommes Togolais comme lui. Et nous sommes sur les mêmes pieds. Il n'est pas plus Togolais que moi. Je ne suis pas plus Togolais que lui. Il doit le savoir et son entourage aussi doit le savoir. Oui, Paul Michel Béton, quand on vous écoute là, on a l'impression comme si vous avez décidé de rester dans le passé. En fait, c'est l'impression que beaucoup, oui, ont quand on vous écoute au niveau de la DMK. Parce qu'il y a encore quelques semaines, quand on écoutait Brigitte Adjamagbo et compagnie, c'était l'élection de 2020. Et pour beaucoup, cette élection appartient déjà au passé. Les gens préparent les prochaines échéances, notamment les élections de cette année et puis de 2025. Est-ce que vous allez continuer et pas demeurer toute cette élection ou à continuer par réclamer, à part vu les élections de cette année passée et pour les élections de 2025 qui arrivent aussi, vous allez éventuellement les boycotter? Merci beaucoup pour la question, Monsieur Pierrot. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis avec un esprit inquisiteur et interrogateur les sorties des responsables de la DMP. Et Mme Brigitte Adjamagbo a dit de façon claire qu'ils ont déposé une plateforme revendicative. Et la plateforme revendicative, c'est
au niveau de la DMK que ça s'est écrit. Qu'ils sont partis déposer ça. Elle a dit ça. Alors, si elle ne sent pas de danger, elle ne sent pas des insuffisances, des manquements, pourquoi la DMP aurait déposé la plateforme revendicative? Au même moment, M. Gérard Jossou dit sur Radio Zéphyr qu'ils n'ont besoin d'aucun préalable pour aller aux élections. Il a bien suivi. Qui n'ont besoin d'aucun préalable. C'est-à-dire, c'est comme on a l'impression qu'on les pousse, ils ont un rythme accéléré et on ne comprend pas pourquoi ils sont dans la précipitation comme ça. Moi, je n'ai pas écouté Gérard. Vous aurez su que le jour ou la nuit que le président Agbeyoumé a sorti sa position, la position du parti MPDD, que MPDD ne prendra pas part à ces élections, la nuit là que le communiqué, l'interview avec l'Institut Togo du journaliste Camus Ali est sorti, vous allez voir que 10 minutes qui suivent, on a balancé la création de DMP. Que non, c'est pour lutter pour que les exilés politiques, Monseigneur Podjoro, Tchekpi et Tchadam reviennent. Après, 10 minutes après, on a encore ressorti un autre communiqué, en mentionnant cette fois-ci maintenant le nom d'Agbeyoumé parmi les exilés politiques qui doivent revenir au pays. Nous trouvons ça comme c'est du cafouillage. Vous savez, moi, Paul Michel Victor, il y a 3 choses que moi je n'aime pas faire. Devant le peuple et quand on est sérieux, moi, il y a des choses que je n'aime pas. C'est mon principe comme ça. La première chose, je n'aime pas la comédie humaine. Deuxième chose, je n'aime pas la pagaille organisée. Et troisième chose, je n'aime pas le folklore populaire. C'est-à-dire que quand moi je prends une décision de faire quelque chose, je le fais. Et en un moment donné, quand je dis que la décision que j'avais prise le matin, que je dois changer, il faudrait que je consulte le peuple. Que j'ai pris telle décision le matin, mais compte tenu de telle pesanteur, de tels paramètres, je voudrais lui donner d'autres inflexions ou d'autres orientations. Et vous exposez ça au niveau du peuple, et là, le peuple vous suit. Quand les gens ont quitté, on ne sait pas qui allait quitter. Pourquoi ils ont quitté, on ne le sait pas. C'est pour les élections, mais fondamentalement, je voudrais dire aux Togolais que nous, notre problème, ce n'est pas la DMP, mais c'est unir. Vous parlez de folklore, vous parlez de pagaille, vous parlez de comédie. Pourquoi je le dis? Mais non, attendez. Mais quand on vous suit, vous, au niveau de la DMK, je ne sais pas si je dois dire DMK nouveau, et la DMP, puisque vous avez rapporté un certain nombre de propos attribués aux leaders de la DMP, est-ce que ça ne ressemble pas un peu tout ça là, à ce que vous décrivez, la pagaille, le folklore, qui implique là les anciens et les leaders de la DMK et les nouveaux, malheureusement? Non, en fait, ce que moi je dis, quand moi je parle de mes principes, je ne parle pas des leaders qui sont partis créer la DMP. Je dis moi-même personnellement, mes principes et mes convictions. Moi, je n'aime pas quand le peuple est dans l'agonie, quand le peuple est désemparé, quand le peuple est dans des problèmes profonds, le peuple est martyrisé, il n'y a plus de pagaille à faire. C'est ce que moi je dis. Je ne dis pas que ceux-là qui sont partis créer la DMP sont en train de faire de la pagaille. C'est leur façon de faire. S'ils veulent aller aux élections sans les réformes, sans préalable, non, ils peuvent aller, il n'y a pas de problème. Mais nous autres, nous avons dit qu'il y a des préalables à poser. Il y a des préalables qui... Bon, des gens sont partis en exil pendant des années. Et ils ne peuvent pas revenir au pays si le régime ne change pas. Les gens sont là 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce qu'il ne faille pas qu'on s'asseye pour que ces gens-là viennent au pays? Je me souviens encore de 2017 quand le jeune soldat américain, là, togolais, a fait une vidéo. Et il est revenu pour être chef traditionnel au niveau de la préfecture de Bamono. Et c'est devant vous qu'il a été pris. Parce qu'il avait fait une vidéo en 2017. Ça veut dire que ceux qui sont au niveau de la diaspora, les Togolais, qui ne partagent pas la vision de l'UNI, eux, ils sont condamnés à rester éternellement à l'étranger. Et vous trouvez ça normal? On sait que ce qui vous divise au niveau de cette partie de l'opposition, puisque vous ne représentez pas la totalité de l'opposition, DMK, DMP, DMK, c'est participer ou non à la prochaine ou aux prochaines élections législatives et locales, législatives et régionales. Vous qui restez là au niveau de la DMK, vous décrétez de ne pas participer à ces élections. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons nous battre. J'ai dit tout à l'heure que nous allons descendre sur le terrain. Parce que avant tout et après tout, un parti politique, c'est les adhérents, c'est les militants, c'est les sympathisants, c'est les personnes ressources. Nous avons un agenda d'action à mener
Et après, 27 avril, maintenant, nous allons... Mais quels vont être les objectifs? Descendre sur le terrain, puisque quand on vous écoute, non, souvent, vous savez, l'objectif, c'est quoi? Est-ce que c'est toujours de récupérer? Tout d'abord, oui, oui, même la plateforme dont parle Mme Achamagbo, il y a la récupération du pouvoir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils disent que c'est en allant ou bien en étant député qu'ils vont essayer de prendre la victoire pour Agbéoumé. Je ne sais pas si vous les suivez vous aussi. Donc c'est ce qu'ils disent. Ça veut dire qu'ils savent qu'il y a un problème. Ils ne disent pas qu'Agbéoumé n'a pas gagné. Ils ne le disent pas. Ils ne disent pas que bon, on ne doit plus. Ils ne disent pas qu'on doit arrêter de continuer par réclamer la victoire. Non, ils ne disent pas ça. Ils sont d'accord qu'on doit continuer par réclamer la victoire. Mais ils veulent aller à l'Assemblée pour continuer encore la victoire. Et nous disons que ceux qui sont là, ils ne peuvent pas avoir la majorité. Ceux qui sont là, la CENI là, ne peut pas proclamer la majorité. Et je le dis, je suis témoin de beaucoup de choses. C'est pour cela que quand je parle avec conviction. Mais ce que vous venez de dire là à propos de la CENI, on l'entend très souvent que depuis le début du processus électoral au Togo, et beaucoup se demandent si le président ou un président de CENI peut proclamer les résultats et donnant une victoire à un candidat de l'opposition. Mais cela n'a jamais empêché les candidats de l'opposition d'être présents aux élections. Oui, c'est pour cela que je dis que si hier, par exemple, on ne s'est pas assis, ou bien il n'y a pas cette façon de voir la chose beaucoup plus claire, si hier on s'est laissé aller, est-ce qu'on doit se laisser aller pour toujours? Non. À un moment donné, on dit souvent chez nous que si on ne sait pas sa destination, au moins on doit connaître sa provenance. Ça fait plus de 30 ans que nous faisons la même chose. Ça fait plus de 30 ans que nous faisons la même chose. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? C'est ça le problème. Parce que moi, j'ai dit à ceux qui peuvent l'entendre, hein, à qui veulent l'entendre, moi j'ai dit qu'on ne peut pas laisser le président de la Cour constitutionnelle se vautrer dans les t-shirts de UNI, aller battre campagne UNI, et on va dire que c'est celui-là qui va confirmer les résultats. Vous voulez qu'il confirme quels résultats? Monsieur Pierrot, vous regardez les présidents des institutions qui sont en charge du processus électoral, qui sont censés être neutres, impartials. Les voilà voter dans les t-shirts unis. Non, mais en fait, moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu, les vidéos sont là. En tout cas, moi, j'ai pas vu. Maintenant, par exemple, oui. vous savez ça. Oui. Je répète la même question. Vous saviez ça en 2020. Et ce n'est pas la première fois aussi que le candidat Agbéoumé est candidat à une élection présidentielle. Vous savez, nous avons l'assurance, avant d'aller aux élections, nous avons l'assurance que le peuple togolais nous voterait. Quel que soit le cas, le peuple togolais nous voterait. Et le 22 février 2020, nous avons dit que ça devait être la dernière élection ou la première élection qui va consacrer la vraie alternance au Togo. Monseigneur Podre s'est levé, il ne s'est pas levé comme ça. Lui aussi, il a consulté des personnalités. Il est sorti hors du pays pour aller consulter les personnalités. Et il est revenu maintenant faire son choix avec le comité des sages. Et le choix s'est porté sur monsieur le président Agbéoumé Kodjo. Et donc tout le monde sait, depuis la campagne déjà. Depuis la campagne, c'est depuis la campagne même qu'on a voulu arrêter monsieur le président Agbéoumé Kodjo parce qu'on lui a remis un drapeau. Vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos liminaires, on lui a remis un drapeau. Et puis on a voulu l'arrêter. Monsieur Agbéoumé Kodjo, le président Agbéoumé Kodjo, s'est adressé à l'armée, c'est-à-dire aux citoyens qui ont pris l'engagement de défendre l'intégrité territoriale, comme nous appelons l'armée, les FDS. On a voulu l'arrêter parce que pourquoi il a parlé aux soldats, pourquoi il a fait une adresse à l'armée, alors que les gens, les FDS aussi vont voter. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est pas de l'histoire tout ça? C'est l'histoire qui fait la politique, non? Avant que les auditeurs vous participent à l'émission, oui. La question c'est de savoir aussi qui sont restés maintenant au niveau de la DMK. Parce qu'on pouvait citer quelques noms, et Gérard Dia, MPDD, en fait, qui n'est plus à MPDD, et Brigitte Adjamagbo, CDPA, vous parliez tantôt de Diossou Gérard, on peut parler de Dossé Agneron et Fulbert Atisso, un certain nombre de responsables. Mais finalement, aujourd'hui, qui sont restés au niveau de la DMK? Est-ce que vous n'êtes pas fragilisé là? Non, c'est pas question de... On n'est pas fragilisé, plutôt on est beaucoup plus renforcé. Renforcé par quoi? Vous savez... Et par qui? Le MPDD est la locomotive de la DMK. Et nous avons déposé la candidature du président Agbéoumé Kodjo au nom de MPDD. Et c'est après que les autres sont arrivés.
On n'est pas sans savoir qu'avant 2020, le taux de participation était en bas de 50%. Vous êtes au courant de ça? Et c'est avec l'implication personnelle de Monseigneur Podjro qu'on a atteint près de 80%. Et ce Monseigneur-là, il est là. La DMK est inébranlable. Mais je vais vous dire quelque chose. J'ai eu, cet après-midi, j'ai encore eu une rencontre avec un haut responsable de la DMP. Hein. J'ai eu à discuter avec 3 hauts responsables de la DMP. Et ils me disent ce qui suit. Oh, monsieur Paul, faites en sorte qu'on soit ensemble, que Monseigneur, le prélat, nous accompagne pour avoir plus de voix. Parce que sans lui, là, on ne peut pas avoir plus de voix. On ne peut pas avoir ce que nous cherchons. Ils m'ont dit ça. Et tout le monde le sait. Je dis que les 3 personnalités de la DMK et de la DMP plutôt reconnaissent la force du prélat. Un prélat de 94 ans qui est à l'étranger, qui est en exil. Nous disons, faisons en sorte qu'il revienne. C'est un péché ça. Est-ce que par exemple, je ne comprends pas. Je demandais tantôt que je disais tantôt que les auditeurs allaient commencer par appeler, mais, oui. mais j'ai une question qui suit ce que vous venez de dire là. Le nouveau boycott que vous prenez, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé en 2018 quand, quand les partis de l'opposition n'ont pas participé aux élections législatives. On a connu la suite. Vous savez, nous, on ne boycotte pas, hein, que ça soit clair. Nous disons que les conditions, les préalables doivent être réglées d'abord. On ne boycotte pas. On ne prône pas le boycott tout de go. Non, nous disons qu'il y a les préalables qui doivent être réglés d'abord. Non, mais en fait, en clair, il y a les préalables qui doivent être... En clair. Nous, par exemple, ce que moi, nous souhaitons au niveau de la DMK, quand on dit que vous êtes député de la DMK à l'Assemblée nationale, mais qu'on sache qu'il y a des députés qui sont arrivés. Nous ne voulons pas faire de figuration ou des députés figuratifs. Non. Nous voulons avoir le plein pouvoir de député pour exercer ce pouvoir législatif. Bien, merci. On a passé 45 minutes, un peu plus de 45 mintes avec vous, Paul Missia Gbeto, le nouveau coordinateur de la dynamique, Monseigneur Podjro. Et les auditeurs ont la possibilité de participer à l'émission comme c'est de tradition tous les dimanches. Et les numéros de l'émission 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Vincent Selas Bogakudo me fait signe que nous avons un premier auditeur qui est en ligne. Allô, bonjour. On vous appelle comment? Votre nom c'est Gérard. Oui. Gérard, allez-y. Oui, bonjour. Oui, bon, pour le dire, premièrement que je ne suis pas d'accord avec lui et je ne serai même pas d'accord avec cette propos. Et il se lève. S'il ne croit pas que c'est Monseigneur Podjro qui a mobilisé certains Togolais à voter pour le candidat Bruno, c'est un peu problème. Moi, je veux qu'il cite les leaders de BNP qui lui ont parlé, bien qu'il lui ont laissé les choses là. Les Togolais ont dit laissez ça. Nous voulons aller loin. Le boycott est un parti politique. Et les gens disent, ok, on nous a volé en 2020, alors aux élections législatives, et continuons les revendications au niveau de l'Assemblée. Si nous avons quelques voix, quelques députés, ne serait-ce que même si on n'a pas la majorité, même si on a la minorité de blocage, qu'on puisse revendiquer certaines choses là-bas. Vous prenez le boycott. Monseigneur Podjro n'a jamais dit de ne pas aller aux élections, mais il a dit de ne pas aller aux élections avec son nom. Mais pourquoi maintenant vous jetez l'anathème sur ceux-là que ne peut plus suivre? Le peuple ne peut plus le boycott. Vous ne voulez pas aussi. Mais en fait, finalement, vous n'avez pas de question. Bon, la question que je vais lui poser, il dit qu'ils vont descendre sur le terrain. Par quelle voie peut-il réclamer la victoire de 2020 si ce n'est pas la voie, au moins, du Parlement? Bien, merci, cher ami Gérard, pour votre intervention, réaction. Bon, je remercie M. Gérard pour son intervention. Sauf que nous n'interdisons pas à un parti politique d'aller à une élection. Monsieur Gérard pense que nous bloquons les partis politiques. Nous ne bloquons pas les partis politiques. Nous disons, nous n'allons pas aux élections parce que les conditions ne sont pas remplies. Parce que les détenus politiques sont là, les exilés politiques sont là, ils ne sont pas rentrés. Donc la Cour constitutionnelle et la CENI, les organes de gestion sont mis en place en dehors de l'implication de l'opposition. Donc, vu tout ça là, nous disons que bon, nous allons continuer par demander une assise
on n'interdit pas à un parti politique d'aller aux élections. Donc, vous pouvez aller aux élections, il n'y a pas de problème. Si le boycott tue, nous ne prenons pas le boycott, nous sommes en train d'expliquer comment les choses se passent aux populations. Allô, deuxième auditeur, bonjour. Allô? Le deuxième auditeur, il est parti. En réalité, la question du boycott est une question qui a toujours divisé un certain nombre de Togolais, qui, après l'expérience de 1998, quand on écoute de plus en plus les partis de l'opposition, et presque plus personne ne parle de boycott. Vous-même, vous venez de dire que ce n'est pas ce que vous souhaitez et que vous demandez d'abord des assises. Comment faire pour qu'il y ait ces assises-là? Non, c'est pour cela que nous demandons comment faire pour qu'il y ait ces assises. C'est pour cela que nous demandons à ceux qui veulent aller aux élections d'opposer les préalables. Et au nom de ces préalables, on se retrouve maintenant pour quand même se constituer en une force. Allô? Parce que... Allô? Oui. Bonjour. Alors, vous avez quelqu'un à côté qui fait du bruit, vous avez... Ah, vous avez à côté un poulailler, là. Oui. Oui, allez-y. En fait, compte tenu du développement de dans l'histoire des droits, je me rends compte que la DMK se réduit au MPDD. Ma première question est est-ce que le président est membre de la DMK? Voilà, ma première question. La seconde, quelle est la garantie si vous avez obligé à participer à l'élection du 22 février 2020? Quel est? Et pour réclamer aussi l'histoire, je ne sais pas s'ils ont pu trouver depuis le 22 février 2020 jusque-là, on doit avoir conscience qu'on veut ou si peut terminer la liste comme ils sont habitués. La deuxième partie de la question, je ne l'ai pas bien saisie. Alors, La deuxième partie de la question. Malheureusement, notre ami, visiblement, il est très accompagné et on a du mal à l'écouter distinctement. Et la première partie de la question, je l'ai bien notée. La suite, difficilement. La première partie de la question, c'est de savoir si le prélat est membre de la DMK. Non, en fait, le prélat, c'est par lui que la DMK est née. La preuve, c'est que ça porte son nom. Donc, c'est lui qui a favorisé la mise en place de ce regroupement que nous appelons aujourd'hui la DMK. Donc, il n'est pas membre, mais c'est lui l'initiateur de ce regroupement. Donc, il est plus que membre. Allô? oui. Bonjour. Allô? Oui. Oui, bonjour, c'est Pélé. Oui, Pelé, vous êtes à l'antenne, allez-y. Ok. Monsieur le coordinateur, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Ok. Bon, je pense que ce qui a été dit au niveau de la DMP, il y a la DMP l'État seule aux élections sans la revendication. C'est déjà réduit parce que la plateforme de revendication qui a été posée le 31 mars est dans la main de la DMP aussi, à ce que je sache. Donc, je pense que la DMP ne va pas aux élections sans les réformes. Mais ce qui a été dit est très clair, que nous voulons le retour de Dr Agboni, de tous les opposants qui sont en exil, en l'occurrence même de Bokor et les autres. Alors, je pense que cette préalable-là, tout le monde le veut, le peuple togolais le veut. Ce n'est pas seulement au niveau de la DMP. Alors, peut-être que s'il n'y a pas de discours dur là-dessus, c'est ça qui doit faire que, bon, les gens ne se revendiquent pas trop. Mais ce qui est préoccupant aujourd'hui pour le peuple togolais, il faut comprendre quelque chose que tout le monde est fait face à ce régime dictatorial de 60 ans. C'est tout. On sait que la lutte a duré. Mais ce qui est préoccupant aussi, encore, il faut dire qu'il faut s'attaquer et voir comment on va s'organiser pour aller à ces élections. La DMK revendique les élections de 2020. La DMP prône aller aux élections législatives pour prendre le pouvoir. Je pense que le chemin des législatives est un pouvoir, parce que c'est le deuxième pouvoir, après le pouvoir exécutif. Je pense que la DMK et la DMP sont sur les bonnes voies d'aller à la tenance. Merci.
Oui, merci Pélé. Je ne sais pas. Une réaction après? Oui, la première clarification que je voudrais faire ici, je remercie beaucoup M. Pélé. Je le connais très bien, il se bat sur le terrain, on se connaît. Et la DMK n'est pas la DMP. La DMK, ce n'est pas la DMP. La DMK reste la DMK. Il n'y a pas de DMK originel. Et DMK, c'est DMK. Et nous sommes catégoriques sur ce que nous sommes en train de dire. Les réformes sont là. Les exilés sont là. Les détenus politiques sont là. Les organes de gestion électorale, les organes de gestion électorale sont déjà mis en place. La machine a déjà démarré. Le fichier électoral est là. Qu'est-ce que ça coûte aux Togolais aujourd'hui, ceux qui veulent aller aux élections? Qu'est-ce que ça leur coûte de dire, ok, on va s'asseoir pour réfléchir ensemble, voir comment organiser ces élections de façon inclusive? Qu'est-ce que ça leur coûte? Il faut leur poser la question. Non, mais en fait, ça leur coûte quelque chose? Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de discussion déjà qui se fait au niveau du CPC? Est-ce qu'il n'y a pas de discussion qui se fait déjà au niveau du CPC? Il y a une discussion qui se fait au niveau du CPC en excluant celui-là que vous-même vous avez frauduleusement classé en deuxième position. Non, mais, je veux parler du président de Non, non, sur la question des discussions qui ont lieu au CPC, si mes informations sont bonnes, tous les partis, notamment les partis au niveau de la DMK, étaient invités à cette discussion. Sauf qu'on n'a pas invité la locomotive même de la locomotive, c'est le MPDD. Et vous souvenez que M. Jean-Kissi Ducar a posé le problème. Comment on peut discuter encore de ces choses-là si le contentieux électoral du 22 février 2020 n'est pas fini? Et il était obligé de claquer la porte à cause de ça parce qu'on n'a pas accepté. Et vous pensez que nous allons aller nous asseoir comme ça sans qu'il y ait de discussion au préalable relativement au contentieux électoral? Sur la question portant sur le prélat et sa position par rapport à la DMK, on sait que le prélat n'est pas un acteur politique, même si il a permis à ce que les acteurs politiques se réunissent sur la question des élections. Est-ce qu'il faille privilégier la position du prélat, qui sont visiblement des positions qui ne sont pas forcément politiques, que des positions d'acteurs politiques, notamment ceux qui sont sur le terrain? Non, vous savez, c'est une question d'éthique. Hein. C'est une question d'éthique et d'humanisme. Ce que le prélat dit, c'est une question d'éthique. Avant qu'on aille aux élections, faisons autrement. Ne prenez pas mon nom en ces circonstances-là pour aller aux élections. Nous ne voulons pas aller aux élections pour cautionner la forfaiture de 2020. Nous ne voulons pas aller aux élections pour faire en sorte que les gens disent que bon, on a reconnu la victoire de Faure. Nous ne voulons pas faire ça. Est-ce que c'est juste ça? C'est pas juste ça, c'est au-delà de ça même. C'est pour cela que je dis, c'est l'ensemble du peuple togolais qui est meurtri dans sa chair, dans son âme, à cause des élections. Aujourd'hui, des gens sont là, ils sont torturés, il y a des gens qui sont là, invalides à cause des élections. Des gens sont aveugles aujourd'hui et ils ont perdu toute leur motricité volontaire. Mais comment on fait pour que quand on parle d'élections là, que le Togolais n'ait plus peur? Que le Togolais se lève gaillardement, que ça soit un rendez-vous de joie, un rendez-vous de fair play. C'est ce que nous sommes en train de dire. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, M. Pierrot. Oui, vous êtes à l'antenne, quel est votre nom? Pierrot. Oui. Je remercie votre invité. Quel est votre nom? Merci beaucoup. Pierrot. Pierrot. Ok. Monsieur Michel Béton était mon collègue à Bénédicte. On se connaissait. Mais en l'écoutant, j'ai l'impression qu'on fait déjà un plat déjà réchauffé, qu'on sait. C'est comme si dans les années où on avait battu ANC, ils ont marché pendant 4 ans et ils sont revenus après sur un tas de négociations et aujourd'hui ils sont devenus des maires et autres là. C'est la même chose que ce que M. Béton dit. C'est vrai. Sincèrement, ils n'ont rien de projet pour ce pays. Ça, c'est tout. Le peuple souffre. Ils ont des projets pour ce pays. S'ils ont des discussions, il y a le CPC. On leur a adressé une invitation de venir sur la table et discuter. Ils ne sont pas allés pour des raisons qui les concernent. Ils ont pris les emblèmes. Dieu merci, dès le début, mon frère et ami parlait du respect des institutions et autres là. En utilisant l'emblème, l'armoirie de la nation, pour faire ce qu'il veut faire avec.
c'est ça le respect d'une institution. C'est l'image du Togo qui est en jeu. Et maintenant, vous voulez revenir avec, avec l'égoïsme. Sincèrement, bon, mon frère là, je ne le comprends pas. Non, finalement, on vous a compris, cher ami Pierrot, d'être passé. On va donner la possibilité à votre frère, avec qui vous avez fait un temps. Il a dit qu'il vous connaît. Réaction? Oh, vous savez, nous ne sommes pas à l'heure actuelle dans ces considérations. Hein. Ce qu'il vient de développer, nous ne sommes pas dans ces considérations. On a donné le drapeau, on voit des gens qui font l'accoutrement avec le drapeau togolais. Mais on voit des gens dans la rue qui font accoutrement avec le drapeau togolais. C'est le fait de donner un drapeau, de remettre un drapeau à un ancien premier ministre pour lui dire, allez défendre la couleur, allez défendre le peuple togolais pour qu'il y ait attenance. C'est ça qui pose problème. Alors, M. Pierrot, je ne comprends pas. Pourquoi les gens veulent que le MPDD aille aux élections forcément? Pourquoi les gens veulent que la DMK aille aux élections forcément? Il y a un problème qui se pose à ce niveau-là. Pourquoi les gens veulent que la DMK aille forcément aux élections? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque part, les gens veulent qu'on aille aux élections forcément? Pourquoi? Ceux qui veulent aller, ils n'ont qu'à aller là. Ou bien, le français n'est pas clair. Est-ce que c'est pas dû... Ceux qui veulent aller aux élections là, ils aillent aux élections. Est-ce que c'est pas dû à tout ça? Nous autres, au niveau de la DMK, on dit on ne peut pas aller aux élections, on ne peut plus aller aux élections aveuglement. Est-ce que l'équation n'est pas claire? Donc cela peut supposer que... Ou bien, ça veut dire qu'ils reconnaissent que nous avons un peur. Cela peut supposer que jusqu'en 2025, oui. Si les assises que vous appelez de vos voeux n'arrivent pas à se tenir, on ne verra plus sur le terrain électoral. Les assises vont se tenir. Monsieur Pierrot Atioubé. Les assises inclusives, les assises nationales, la table ronde là, entre les acteurs de l'opposition, les acteurs de la société civile, les personnes ressources, ces assises vont se tenir. Bien, c'est noté. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bonjour à notre invité. Oui, bonjour, allez-y. Ok. Nous sommes dans ce pays, et ce qui nous a dit, je pense, après 24, aller vous chercher des gens pour venir diriger. Personne n'a pas de l'argent pour commander les armes. Les seules armes que nous avons, ça n'est aux élections. Comment seront les programmes des élections? Nous sommes là pour critiquer. Nous sommes en train d'avancer. Le jour qu'on a donné pour les régions, le premier recensement pour la première partie, pour une semaine là, ou 10 jours là, ça ne suffit pas. Nous sommes nombreux. Et prenons. Donc, il faut que les opposants, si vous n'avez pas rien, dites le peuple togolais, nommez les gens, et l'argent là, on n'a qu'à faire quelque chose avec. Mais, de venir, de discuter avec d'autres questions, ça me touche énormément. Pourquoi? Nous sommes tous des Togolais qui sont affamés. Il y avait des gens qui mangent du matin jusqu'au soir. Ils mangent avec le pouvoir. Et les pauvres Togolais, et nous souffrons sur la route, et nous souffrons là où nous vendons, on nous a dirigé. Et nous souffrons dans la maison. Et nos femmes, d'aller marcher, ils ne vendent pas, elles ne vendent pas. Maintenant, on dit élection. Et on laisse la place à un petit seul de travailler, d'organiser la CENI, jusqu'à la CENI, de programmer la date et les opposants. Au lieu de s'organiser, soit unis, pour faire face à ce régime-là, vous êtes en train de diviser. Que vous le connaissez, Bozambo. Oui. Au niveau de la CENI, par exemple, il n'y a pas que UNIR, il y a d'autres acteurs, notamment de l'opposition, qui sont représentés. Aucune opposition. Il y a un représentant de l'ANC qui est au niveau de la CENI. Il y a un représentant du PDP qui est au niveau de la CENI. Il y a un représentant... On a fait le chef présidentiel, le président, c'est quel parti? C'est un PDP, non? Où est son représentant à la CENI? Mais vous savez qu'à l'ancienne CENI, il y avait le PDD qui avait son représentant à la CENI. Non, je dis Bozambo qu'à la présidentielle de 2020, le MPDD avait son représentant à la CENI. Oui. Mais n'est-ce pas
pas Michel Gouetor. Mais bien sûr, nous avons eu un représentant. À la CENI. Oh, oui. Donc Bozambo, ce n'est pas une question de venir seul à la CENI. Mais on n'est plus à la CENI, on n'est plus à la CENI présentement. Je parle de 2020, Oh, puisque oui. il dit qu'on a laissé. Bozambo, Bozambo, on a compris. Bozambo, on a compris. Il dit que vous divisez là, au niveau de l'opposition, que vous chamaillez, alors que le parti au pouvoir est en train de préparer sereinement les élections. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre? Non, en fait, monsieur Bozambo, il a raison parce que il a posé, c'est comme il est en train de poser aussi les préalables, qu'on ne peut pas laisser unir comme ça lui seul, faire l'organisation, enclencher le processus en s'en foutant de l'opposition. Vous savez, en 2018, c'était devant vous que nous avons eu un député proclamé par la CENI en 2018, en la personne de M. Olivier Amouzou, de MPTT. La Cour constitutionnelle lui a retiré ça. C'était devant vous. Alors, la région des Savanes aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure que la politique, c'est une question d'éthique et d'humanisme. La région des Savanes est décrétée par état d'urgence jusqu'à 12 mois. Vous êtes au courant? Qu'au niveau de la région Savane, là, le gouvernement a décrété un état d'urgence jusqu'à 12 mois. Et là, les acteurs qui veulent aller aux élections n'en parlent pas. Hein. Nos amis sont tués, nos concitoyens sont matraqués, martyrisés, égorgés, au lieu de s'asseoir pour dire comment on fait pour apaiser cette zone. Parce que quand un malheur arrive à ton prochain, c'est à toi. Hein. Ça peut être toi demain. Oui, mais pendant que les gens meurent, les gens se déplacent dans le même pays, sur le même territoire, au lieu de nous asseoir pour nous dire comment on va faire pour que cette zone soit apaisée, pour que ça ne nous atteigne pas demain. Non, mais en fait, là, on n'est pas là. On est là non, mais en fait, est-ce que ce n'est pas de la diversion ce que vous faites là? Puisque c'est de la diversion. Oui, bien. Attendez, s'il y a une question sécuritaire, notamment dans la région des Savanes, oui, parce qu'il y a des attaques terroristes, oui, vous voulez dire qu'on doit mettre en parenthèse la politique. En fait, c'est ce que vous voulez dire. Non, je ne dis pas qu'on met en qu'on ne doit pas organiser les élections, par exemple. C'est eux-mêmes qui ont décrété la zone là, oui, d'urgence, que bon, c'est une zone de danger. Est-ce que ça empêche, par exemple, qu'on ne continue pas à organiser les élections? Mais quand on tue les gens, la politique, on doit mettre les hommes au centre de l'action politique. On tue nos concitoyens là, M. Pierre Tchogwe. On les égorge là. Et ça ne nous dit rien. Parce que c'est eux qui vont nous voter. C'est eux qui vont nous voter. Est-ce que le gouvernement est sensible à ça? Une seconde. Si je le dis en tant que coordonnateur de l'OTS. Oui, est-ce que le gouvernement est insensible à ce que vous dites là? Le gouvernement n'est pas insensible. Ouais. Le gouvernement fait ce qu'il peut faire. Nous aussi, nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire. Et nous demandons que nos amis de l'opposition se joignent à nous pour mener la lutte là. Parce que ça fait un mois, nous avons envoyé des vivres au niveau de la région des Savanes. Nous avons ça veut dire que vous participez à l'effort de guerre. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder nos frères, nos sœurs qui vivent cette situation, on est là, c'est pour parler des élections seulement. Ah, on va aller au téléphone. Allô? Bonjour. Gérard. Le premier qui nous avait appelé en parlant de Togolézeri. Oui. Gérard, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Non, bon, avant d'ajouter ce que je veux répondre à M. Olin-Sambuton, parlant de l'insécurité au nord du Congo, pour le fait d'avoir qu'en Côte d'Ivoire, en 2010, il y a eu des élections quand même, le pays était au Nigeria, il y a plus de quoi dans les encore élections. Même au Burkina Faso, il y avait les terroristes, mais il y a eu toujours des élections. Je peux dire à M. Paul Ntabuton, il ne veut pas comprendre les choses. Il faut qu'il soit réaliste. Si vraiment, il voit que, effectivement, ils ont des stratégies pour pouvoir bloquer le processus en cours, ou bien organiser le pouvoir à discuter avec eux. Quand on sait qu'il y a de cela quelques mois, on les avait invités, mais ils n'ont pas répondu. Ça veut dire que des décisions ont été prises derrière eux. Les autres ont vu que c'est une erreur. L'erreur devient horaire. Et que les autres veulent toujours participer. Il faut les aider qui doivent participer. Mais pas M. Aboye Mbeki a dit que politique de la chaîne vide là, ça fait du mal au tout. Merci Gérard. Gérard vous a compris. Merci Gérard. Il demande à ce que vous soyez réaliste. Est-ce que vous l'avez compris? Non, je ne sais pas ce qu'il met dans le réalisme, parce que moi, je suis partisan et disciple du réalisme. Hein.
Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai fait la philosophie, le réalisme, le rationalisme, tout cela, je sais. Mais je ne sais pas si le même contenu que j'ai au niveau par rapport au réalisme, c'est le même contenu que lui aussi là. La réalité, c'est ce que je dis. Mais il a oublié que nous n'empêchons personne d'aller aux élections. Il a oublié ça. S'il veut aller aux élections, il aille aux élections. Mais nous sommes en train de nous positionner du côté des pauvres, du côté du peuple togolais dans sa grande majorité. Et quand on parle du peuple togolais dans sa grande majorité, est-ce que ce peuple n'est pas en train d'être embrouillé par tous ces discours qui viennent de partout, notamment de la DMK, de la DMP? Entre-temps de Monseigneur Poduro, on a écouté même une intervention de l'ancien Premier ministre Agbeome Kodjo. Est-ce que, visiblement, non, cette majorité dont vous faites allusion, oui, est-ce qu'elle n'est pas embrouillée ou n'est pas en train d'être embrouillée? Non, la majorité n'est pas embrouillée. D'autant plus que nous, au niveau de la DMK, nous sommes constants dans les positions que nous prenons. Nous, on ne vacille pas. On ne va pas de gauche à droite. On est tout droit. Et donc, ce que nous disons le matin, c'est ce qu'on dit jusqu'à présent. Nous disons que les conditions d'organisation des élections, ces conditions ne sont pas transparentes. Alors, pour éviter un bain de sang encore, pour éviter que les gens ne soient arrêtés, jetés en prison, pour éviter que les gens ne partent en exil et vivre en clandestinité, nous voudrions une assise. C'est ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que, par exemple, vous avez un exemple, pour ce qui concerne l'histoire politique de ces dernières années au Togo, un exemple de conditions transparentes d'élections dans notre pays? Est-ce que vous avez une idée? 2010, 2015, 2020? C'est parce que c'est justement, c'est parce que jusqu'à ce jour, on laisse le pouvoir organiser. C'est pour cela que nous disons que cette fois-ci-là, il faut que le pouvoir implique les acteurs politiques de l'opposition. Et surtout, il ne faut pas oublier que le deux poids là, le deux poids maintenant sur la scène là, c'est le MPDD et puis UNI. Pourquoi on doit faire ce genre de choses sans le MPDD? Pourquoi? Allô? Allô, bonsoir, monsieur Thio. Oui, quel est votre nom? C'est Taufik. Tafik, allez-y. Oui, en ce qui concerne les élections, depuis l'organisation des élections au Togo, sur quelle base ces juges ou bien magistrats qui sont nommés pour siéger à la CENI-là, sur quelle base ils sont nommés pour être membres de la CENI? Et de deux, nous tous nous savons que les juges ont fait des écoles plus poussées. Hein? Sans nous mentir, ce sont des intellectuels. Et ces juges-là, ils sont à la CENI et des choses se passent comme ça jusqu'à... Nous allons encore aux élections en 2023. Les intellectuels qui doivent éclairer quel est leur rôle même à la CENI? Est-ce que dans une CENI là, on a besoin essentiellement que des juges? Bon, voilà ma proposition. Les candidats qui doivent être à l'élection, ils doivent envoyer leurs membres à la CENI et tous doivent apposer leur signature sur les procès-verbaux. Merci, M. Pierrot. Bien, merci. On sait qu'il y a plusieurs candidats. Je ne sais pas si vous faites allusion aux candidats à une élection présidentielle ou aux élections législatives, puisqu'on sait qu'il va y avoir de nombreux candidats à ces élections, et qu'au niveau de la CENI, il n'y a que 17 places. C'est vrai que la CENI a des démembrements, mais malheureusement, Taufik est parti. Mais on verra quand même la réaction de notre invité par rapport à son développement. Paul-Michel Agbeto. Alors, merci beaucoup, M. Taufik. Je crois que M. Taufik confirme ce qu'on dit. Il émet un doute vis-à-vis de la composition des CELI. Il émet un doute. Alors, s'il y a un doute, est-ce qu'il ne faille pas qu'on s'asseye? Est-ce qu'il ne faille pas qu'on s'asseye pour dire pourquoi c'est les magistrats? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement que ce que nous avons assisté jusqu'à ce jour? La CENI, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement que ce que nous avons assisté jusqu'à ce jour? Est-ce que le vote par anticipation, après avoir voté, on fait quoi de ces urnes? Est-ce qu'on ne peut pas se demander ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire une auto-réflexion pour pouvoir faire mieux? Nous sommes dotés des facultés pour réfléchir. Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions de température et de pression. Donc on va continuer toujours par faire les mêmes choses. Après Taufik, notre auditeur, allô? Ah, cet auditeur qui patientait, il est parti, Taufik.
a cédé sa place à un autre auditeur. Il est revenu, cet auditeur. Allô, bonjour. Oui, c'est Pelé qui revient. Oui, pour la dernière fois appelée. La deuxième. Oui, je pense que M. Paul Michel parle des conditions des élections. Déjà, à partir de là, c'est d'aller aux élections. Mais est-ce qu'il ne faut pas se préparer d'abord pour aller à ces élections avant de demander les conditions? Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, que bon, par exemple, que la DMK ne va pas à ces élections et que la DMK va à ces élections. Est-ce que la DMK va souhaiter que la DMP gagne ces élections devant Dieu, devant les hommes? Merci. Bien, merci. Réaction? Alors, j'ai dit tout à l'heure que, que les gens ne nous forcent pas à aller aux élections. Nous sommes autonomes. Au niveau de la DMK, c'est tout un système, c'est tout un écosystème qui travaille en harmonie. Et donc, nous avons prévu une décision ferme de ne pas aller aux élections, à ces simulacres d'élections où les résultats sont déjà connus d'avance. Nous ne voulons pas. À un moment donné de l'histoire politique électorale du Togo, en 1956, quand c'était tendu, l'ONU est venue superviser. Vous êtes au courant de ça, non? Nous sommes là. Est-ce qu'on ne peut pas faire appel à des hommes intègres avec de bonnes moralités, de bonnes probités pour venir ensemble, on va organiser l'élection? Non, mais en fait, organiser quelle élection? Les élections qui sont en face, non? Les élections pour lesquelles les gens courent, non? Ces gens de bonne moralité, c'est qui? Nous allons nous asseoir et pour en discuter. Non, mais en fait, il n'y a rien en dehors des assises. Il n'y a rien qui se passe. Oui, les grandes décisions se prennent en commission, ensemble. Oui, quand on vous écoute, on est un peu gêné. On a l'impression, peut-être que vous me pardonnez, comme si l'histoire récente de notre pays, cette histoire-là, vous ne tirez pas assez leçon de cette histoire récente. Parce que quand on se rappelle les événements de 2017 et la suite avec l'intervention de la CEDEAO, les discussions qu'il y avait eu. Au cours de ces discussions-là, il y a eu de très grandes personnalités qui sont venues au Togo, venant de la Guinée et du Ghana. Tout ça n'avait rien donné, visiblement, pour un certain nombre d'acteurs venant de l'opposition. Puisque on se rappelle le 8-8 de la CENI, mais même ça n'a pas matérialisé. Vous savez, avant toute chose, il faut avoir raison gardée. Parler de 2017 ou parler de 2018, mais il faut savoir qu'avant cette date-là, il n'y a pas eu d'élection présidentielle. Ici, le problème qui se pose, c'est l'élection présidentielle du 22 février 2020 qui pose problème. Et le G5 a reconnu factuellement que le Togo traverse une grave crise politique et électorale. Le G5 a reconnu. La CEDEAO a reconnu que les droits du président Guillaume sont violés. Il faut restituer le président dans ses droits. Pourquoi vous êtes parti le brutaliser à la maison au soir du scrutin? Pourquoi vous êtes parti boucler son domicile alors qu'il y a les autres candidats? Pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi vous êtes parti emprisonner quarantaine de jeunes qui ont passé plus de 4 mois en prison? Pourquoi vous l'avez fait? Et si vous avez vraiment gagné, est-ce que vous avez besoin de faire tout ce que vous avez fait là? Si vous avez vraiment gagné, est-ce que vous avez besoin de venir encercler la maison d'un candidat au même titre que le candidat sortant, le président sortant? C'est ça le problème. Il n'y a pas eu d'élection présidentielle. Ici, le problème, c'est question d'élection présidentielle du 22 février 2020. Nous avons le papier de la CEDEAO. Vous savez que nous sommes en train de travailler avec ce papier-là. Et dans la semaine-là, nous allons encore mener des actions par rapport à la CEDEAO. Vous parlez d'élection présidentielle. Vous savez que les prochaines élections pour lesquelles il y a tous ces débats-là, ce ne sont pas des élections présidentielles. Ce sont des élections législatives. C'est les élections législatives. J'ai dit tout à l'heure que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Monsieur Pierrot Atiogwe, est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui que les élections que nous organisons au Togo, c'est transparent? Non, moi, je ne participe pas aux élections. Mais vous êtes des acteurs. Non, moi, je ne participe pas aux élections. Vous êtes des analystes. Je regarde et je vous vois. D'accord. Tout simplement. Mais moi, je ne participe pas aux élections. Vous pouvez confirmer que les rendez-vous électoraux au Togo sont toujours émaillés de violence. Vous pouvez confirmer ça? Oui, je sais que vous avez des dissensions autour de l'organisation même de ces élections et qu'au sortir des élections, il y a souvent
des crises comme celle. Et vous êtes au courant qu'un certain Paul Michel Beto a été arrêté 2 fois et que dans les 2 fois-là, la cour d'appel de Lomé lui a donné raison. Est-ce que c'est ça qui fait que... Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Est-ce que c'est ça qui fait que vous vous alignez sur les positions du boycott? Puisque quand je vous parlais des prochaines élections, vous faites appel à votre expérience carcérale. Je ne sais pas s'il y a un lien. Je ne voudrais pas que les autres compatriotes soient encore jetés en prison après les élections. On a compris que vous n'irez pas aux élections. En tout cas, jusqu'à ce dimanche, vous n'irez pas aux élections. Mais votre passage ici m'amène à vous savoir un peu plus sur une de vos expériences. Parce que j'avais voulu vous inviter à une certaine époque, mais ça n'a pas pu se réaliser. Vous avez passé du temps à la prison civile de Lomé. Après les élections ou l'élection présidentielle de 2020. Mais racontez-nous comment c'est arrivé. En fait, vous savez, quand vous êtes engagé sur le chemin de la politique et surtout quand vous êtes dans un pays de dictature, tout est possible. Hein. Donc, nous savons, mais l'engagement que nous avons pris, et vu la souffrance du peuple togolais, nous avons pris l'engagement d'être aux côtés du peuple et de défendre le peuple, d'être aux côtés de la justice. Et c'est dans ce combat que nous sommes. Quand le 21 avril 2020, on nous a appris, on m'a pris avec le président Aguillaume et une quarantaine de jeunes, et on nous a jetés en prison. Et puis bon, il a été retenu contre moi, complicité de rébellion. Parce que quand les forces de l'ordre étaient venus arrêter Aguillaume, moi j'étais à ses côtés, avec Monseigneur Poudro, sa famille, ses enfants, et les jeunes aussi sont dans la maison. Donc, on nous dit que nous avions opposé une résistance par rapport aux forces de l'ordre. Donc, on m'a dit que je suis complice de leur... je n'ai pas permis que le travail soit bien fait. Donc, bon, voilà. On nous a condamné à 12 mois avec 8 mois de sursis. J'étais libéré le 17 juillet 2021. Et après, maintenant, 10 mois après, bon, on m'a encore pris. Et j'étais en prison, torturé. Et puis après, 4 chefs d'accusation sont retenus contre moi. Pour la seconde fois, c'est pour la seconde fois, c'est 4 chefs d'accusation retenus. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Bon, premier chef d'accusation, outrage à l'autorité. Et deuxième, menace à l'autorité. Troisième, diffusion de nouvelles fausses. Et quatrième, trouble à l'ordre public. Donc, à chacun de ces chefs d'accusation, on lui a attribué 12 mois, 12 mois, 12 mois. Ça fait que j'étais condamné à 48 mois avec 2 ans de sursis. Et après, j'ai interjeté l'appel au niveau de la cour d'appel de Lomé. Et le 10 février 2021 et 2022, oui, c'est 2022, donc la cour d'appel m'a donné raison que je ne devais pas être arrêté, que c'est arbitrairement et injustement que je suis arrêté, que l'État togolais doit me dédommager et doit réparer mes torts. C'est ça ce qui est sur la décision. Mais aujourd'hui, jusqu'à ce jour, M. Fonia Singbe ne veut pas s'exécuter. Non, mais en fait, est-ce que c'est une question de Fonia Singbe? Oui, c'est lui qui m'a fait arrêter. Puisqu'il a envoyé son avocat, et c'est son avocat qui a expliqué tout. Non, en fait, quand on parle d'outrage à l'autorité, l'autorité en question, c'était qui? M. Fonia Singbe. Quand on traverse des situations de ces gens-là, celles que vous décrivez 2 fois à la prison, vous avez parlé de torture, dans quel état on se retrouve? Est-ce qu'à un moment donné, on pense à abandonner et à quitter carrément la scène politique, ou on est beaucoup plus motivé, déterminé? Vous savez, à un moment donné, si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous allez vouloir abandonner. Si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous n'avez pas la détermination, la conviction par rapport à ce que vous êtes fixé comme objectif, donc vous allez abandonner, vous allez bifurquer chemin. Mais vous savez que moi, je me suis engagé parce que moi, je dis, il n'y a pas au monde un pauvre type lynché, un homme torturé en qui je ne sois humilié, assassiné. C'est-à-dire que quand je vois mes compatriotes souffrir, je préfère marcher à pied et mes compatriotes soient à l'aise. Et c'est ça qui fait ma fierté, que d'être moi-même dans les 4x4 que mes compatriotes souffrent. Voilà. Donc moi, je suis là, je continue le chemin. Mais j'ai fait des expériences à ce niveau-là, au niveau des prisons. J'ai fait beaucoup d'expériences. Ça m'a purifié. Vous savez,
il y a certains caractères, il faut abandonner et puis reprendre d'autres caractères. Où je suis, moi je prie chaque jour, je demande à Dieu de pardonner ceux qui sont les commanditaires, les auteurs de mes arrestations. Moi je leur pardonne de tout mon cœur. Vous êtes chrétien? Je suis en train d'écrire. Vous êtes chrétien? Je suis croyant, je ne suis pas chrétien. Vous êtes croyant? Je suis croyant, oui. Donc moi je suis en train d'écrire un ouvrage spécialement pour ça, pour demander pardon, pour prier Dieu de leur pardonner, parce que dans la vie c'est toujours comme ça. Vous êtes aujourd'hui le porte-voix d'un certain nombre d'acteurs, notamment au niveau de la DMK, puisque vous parlez d'écosystème avec les chancelleries, avec le gouvernement, avec un certain nombre d'acteurs clés, notamment Monseigneur Poduro, notamment Agbeome Kodjo. Monseigneur Poduro, comment va-t-il? Oui, vous savez, Monseigneur Poduro, bon, visiblement il va très bien. Vous savez, quand on a ce âge-là, 93, 94 ans, et puis on est en exil, vous pouvez imaginer à peu près le poids que ça, le poids psychologique et moral que ça peut avoir sur ce personnage-là. Il est très loin de sa famille, de ses proches. Et puis, mais pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas? Non, il n'a pas mangé la pâte et de l'eau fraîche avant de partir. Non, c'est une obligation. Il était contraint de partir. Mais contraint pas quoi, par exemple? Contraint pas le régime, puisque nous étions en réclamation de la victoire. Vous savez que c'est quand on était en réclamation de cette victoire que nous avons été pris, jetés en prison. Donc, pour ne pas connaître le même sort, donc ils étaient obligés de fuir. Non, mais quand on écoute les acteurs du pouvoir, ils disent que rien n'est opposé au retour de Monseigneur Poduro, qu'il n'a aucun souci à se faire en rentrant à Lomé. Vous savez, c'est... Bon, M. Agbeome Kodjo a dit l'autre fois, c'est Fonia Singbe prend la décision, prend l'engagement qu'ils descendent, ils vont descendre. Justement, je crois qu'il y a un imbroglio, une incompréhension ou une confusion autour d'une intervention d'Agbeome cette semaine. Mais concrètement, quelle est sa position? Il veut rentrer, il veut discuter, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il veut? Non, en fait, M. Agbeome, le président Agbeome Kodjo ne peut pas rentrer au pays sans discussion. Il ne peut pas rentrer et rester comme bon, quelqu'un, simple citoyen, non. Parce que nous estimons que nous avons gagné la présidentielle du 22 février 2020. Alors si le président Agbeome descend, il descend avec un objectif bien précis. Et il ne peut pas descendre sans que les garanties sécuritaires ne soient organisées. Et c'est M. Fonia Singbe qui doit organiser ça. Mais dans tous les cas, nous avons un agenda. Nous avons un agenda que nous allons bientôt mettre en exécution. Nous demandons à M. Fonia Singbe de prendre son téléphone et d'appeler parce que il n'y a pas des Togolais entièrement à part, il n'y a pas des Togolais à part entière, nous sommes filles. Non, mais en fait, vers la fin, là, ce que vous dites, est-ce que dans certaines officines, est-ce qu'on ne va pas commencer par sourire? Puisque ce que vous venez de dire, que Fonia Singbe prenne son téléphone, parce que vous avez un agenda et qu'il appelle, est-ce que dans certaines officines, on ne va pas commencer par sourire? Vous savez, M. Fonia Singbe sait que celui qui va prendre le fauteuil, c'est Agbeome Kodjo. Il le sait. J'ai eu à écouter beaucoup de personnalités. J'ai eu à rencontrer beaucoup d'officiers quand j'étais en prison. Je vous dis aujourd'hui que Fonia Singbe sait qu'après lui, là, c'est Agbeome Kodjo qui vient. Ceux qui ne croient pas, s'ils sont chrétiens, ils n'ont qu'à aller prier. Si Dieu leur révèle, il va leur révéler. Ceux qui sont au niveau des traditionnels, ils peuvent aller consulter. Ils peuvent aller faire la divination. Je dis et je répète ici. Après Fonia Singbe, c'est le président Agbeome Kodjo. Bien, merci. Il nous reste quelques secondes pour clôturer cette émission. Je vais vous donner la parole. Vous allez la clôturer. Et Paul Michel Beto. Alors, je vous remercie, M. Pierrot Attiobé. J'ai beaucoup d'estime pour votre radio. Mes félicitations pour les prix qu'on vous a décernés. Je remercie également les auditrices et les auditeurs, ceux qui nous ont appelés. Je remercie tout le monde. Je demande au nom de la DMK, au nom de l'écosystème de la DMK, que nous soyons ensemble. C'est ensemble que nous avons commencé, c'est ensemble que nous allons continuer et c'est ensemble que nous allons finir parce que le travail qui est le nôtre aujourd'hui, ce n'est pas un travail aisé. Nous sommes engagés sur une voie et il faudrait que nous ayons l'alternance effective parce que l'alternance a déjà été opérée en 2020. Il faudrait que ça soit effectif. Nous sommes dans le combat et nous lançons un appel à tous nos militants sympathisants que le 27 avril, nous sommes en train d'organiser une grande conférence avec le professeur Toulabor
Et nous demandons que les militants, les sympathisants viennent ensemble. Avant de venir, déjà à 9h, nous avons un dépôt de gerbe au monument au Mont. Donc, il y a beaucoup d'activités que nous avons prévu faire. Nous demandons la paix de Dieu pour le pays, la paix de Dieu à tout le monde. Bien, merci Paul Missiagoto, coordinateur de la Dynamique. Monseigneur Podro, cette émission, elle s'achève. Merci à Venceslas Boga Koudoyo pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir.